Donc, comme je vous dis, pour, euh, pour y arriver, je vais prendre un chemin un peu détourné. On va commencer par regarder c'est quoi l'anatomie normale. Alors, quand on mange, les aliments descendent dans l'œsophage, vont dans l'estomac, puis ensuite dans le petit intestin. Le petit intestin, il occupe la partie moyenne de l'abdomen. Et finalement, le petit intestin, lui, je vais juste me mettre un pointeur. Allons-y pour... Le petit intestin se vide dans le gros intestin, dans le ventre, en bas à droite, si vous voulez, près de l'appendice. Puis ensuite, ça va progresser dans le côlon ou le gros intestin, qui fait un peu le tour du ventre. Des fois, on parle du cadre colique parce que ça fait comme un cadre, jusqu'à la dernière partie qui s'appelle le rectum. Le rectum qui agit comme un réservoir. Les selles s'accumulent là, puis attendent qu'on donne la commande, si vous voulez. Et finalement, l'anus étant la valve qui tient l'intestin fermé jusqu'à ce qu'on veuille s'évacuer. Et là, je vous montre un petit gros point, un gros plan du rectum parce qu'on va en parler tantôt, puis ça va être important. Et que ça, c'est une coupe dans le milieu du corps. Vous voyez ici la colonne vertébrale, le sacrum, le coccyx. Ça, c'est la peau des fesses. Et le rectum, c'est la dernière partie donc du gros intestin, comme je vous disais tantôt, qui sert de réservoir, se termine par un appareil musculaire qu'on appelle les sphincters. Hein. C'est quelque chose de complexe. C'est pas juste quelque chose qui est on et off, mais en fait, c'est quelque chose de très sophistiqué, de plusieurs groupes musculaires, mais qu'on appelle les sphincters ou l'appareil sphinctérien qui tient l'anus fermé. Et ça, c'est un gros plan de justement la dernière partie du rectum et le sphincter anal. Donc, ça, ici, la peau des fesses est ici. Et vous voyez qu'on a un peu de peau dans ce qu'on appelle le canal anal avant d'arriver dans la muqueuse intestinale du rectum. Et donc, les selles vont s'accumuler dans le rectum. L'anus, lui, est fermé grâce à ces muscles que vous voyez ici de chaque côté. C'est des muscles circulaires qui tiennent ça fermé. Puis, quand on donne la commande qu'on veut y aller, on fait une pression abdominale et on relâche ces muscles-là et l'évacuation peut se faire par l'anus. J'aimerais vous parler aussi de quelques différences entre la colite ulcéreuse et le Crohn parce que ça va jouer dans l'explication de qui peut avoir un réservoir ou pas. C'est que la maladie de Crohn, on dit qu'elle touche le tube digestif n'importe où. Ça peut venir de la bouche à l'anus. Ça touche effectivement spécifiquement à l'anus, mais comme je dis, un peu n'importe où. L'endroit le plus fréquent, c'est le petit intestin ou le début du gros intestin, mais on peut avoir des endroits ici et là qui sont touchés par la maladie. Ce n'est pas du tout pareil pour la colite ulcéreuse. La colite ulcéreuse, elle commence dans le rectum. Pas l'anus, le rectum, et ça va remonter de façon continue. On va voir que ça peut avoir une étendue variable, mais c'est toujours dans ce coin-là que ça commence. Et voilà un peu de schéma, colite ulcéreuse, donc qui touche le rectum, le côlon. Ça peut être encore une fois un petit segment ou un grand segment, mais en continu. Alors que dans la maladie de Crohn, on peut avoir des zones malades et des zones qui sont épargnées. Et ça peut être vraiment d'une géographie très variable, encore une fois, de la bouche à l'anus, de n'importe où à n'importe où. Et ici, on parle de l'étendue de la maladie. Donc, il y a beaucoup de patients qui ont une toute petite atteinte inflammatoire dans la colite ulcéreuse. Ça peut être juste de quelques centimètres de rectum, ou tout le rectum, ou le rectum et le côlon gauche, ou malheureusement, des fois, tout le côlon. Mais vous voyez que donc, ça commence toujours au niveau du rectum. Dans le cas de la maladie de Crohn, comme on a dit, ça peut être n'importe où. Le plus souvent, c'est dans la dernière partie du petit intestin, ce qu'on appelle l'ilion distal ou terminal, la dernière partie du petit intestin, là où il se connecte au gros intestin, c'est là qu'on retrouve le plus souvent. La deuxième partie la plus fréquente, c'est le début du gros intestin, mais ça peut être encore une fois à différents endroits. Et on n'a pas vraiment d'explication de pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Une autre différence entre les deux, ça ici, c'est des coupes d'intestin. Vous voyez ici un intestin normal, c'est relativement mince. C'est comme imaginez un tuyau d'arrosage avec une paroi assez mince. Dans la maladie de Crohn, l'atteinte inflammatoire est de toute la paroi. Vous voyez ici que toute la paroi est épaissie, toute la paroi est anormale, même la graisse qui est à l'extérieur de l'intestin est affectée. Dans la colite ulcéreuse, c'est seulement la couche la plus interne qui est touchée, la couche qu'on appelle la muqueuse. Une autre différence très importante pour ces deux maladies-là.
Donc, encore une fois, ici, on voit les couches. Ça, c'est de l'intestin coupé. Il y a la couche la plus interne qu'on appelle la muqueuse. Ensuite, il y a deux couches de muscles qu'on appelle la musculeuse. C'est ce qui fait que l'intestin peut se contracter et faire avancer le contenu, puis la couche extérieure qu'on appelle la séreuse. Donc, on a dit que la colite ulcéreuse n'affecte que la couche interne qui s'appelle la muqueuse, alors que la maladie de Crohn, elle touche toute la paroi de l'intestin. Et donc, parce qu'elle touche toute la paroi, la maladie de Crohn, elle peut donner des changements différents. Par exemple, ça peut être tellement épaissi dans la paroi que les aliments ne réussissent pas à passer. Ça cause des blocages. Donc, ça peut causer un blocage, ça peut causer, bien sûr, de l'inflammation. Et des fois, parce que c'est tellement inflammé tout le tour, ça peut aller toucher un autre organe. Il peut avoir ce qu'on appelle une fistule entre l'intestin et un autre bout d'intestin, ou entre l'intestin et la vessie, entre l'intestin et la peau, entre l'intestin et le vagin. Donc, ça peut se perforer vers un autre organe et se vider dans un autre organe. Ça, c'est uniquement dans le Crohn, ça n'arrive pas dans la colite ulcéreuse. Comment on fait la différence? Bien, entre autres, c'est par la coloscopie, un examen que vous connaissez probablement tous. J'allais vous montrer quelques photos. Ça, c'est l'appareil, le coloscope, un appareil quand même qui est rendu maintenant aujourd'hui assez sophistiqué. Ça, c'est un ancien appareil optique. Quand j'ai appris à faire la coloscopie, on n'avait pas d'écran, on regardait vraiment à travers un optique, là, comme un microscope. À la fin de la journée, on avait super mal à la tête. Aujourd'hui, c'est tout électronique et on a des écrans même à haute résolution qui nous permettent de bien voir l'intérieur de l'intestin. Et vous connaissez cet examen, donc, où l'opérateur introduit le coloscope et le fait avancer tranquillement dans le côlon. Si jamais on a le temps à la fin, je pourrais vous montrer même une vidéo. Et voilà, donc on regarde l'intérieur du côlon. C'est un appareil qui a plusieurs canaux. Il y a la caméra, il y a la lumière, il y a un canal d'irrigation et un canal où on peut rentrer des instruments et ça nous permet de voir l'intérieur de l'intestin. Un intestin normal, l'intérieur, c'est comme l'intérieur de la bouche. C'est un beau rose, un peu transparent. On voit les vaisseaux à travers. Ça, c'est un intestin qui est sain. À travers notre canal, on peut rentrer des pinces à biopsie, ce qui nous permet de prendre un petit échantillon pour l'analyser au microscope, parce qu'on peut voir des différences entre Crohn et colite ulcéreuse et d'autres inflammations par le microscope. Et voilà quelques photos de coloscopie. Alors ici, la première, ça, c'est un intestin normal. Donc, comme je vous disais, c'est un beau rose un peu transparent, comme l'intérieur de la bouche. Parce que la lumière est forte, on voit les vaisseaux qui sont juste en dessous de la muqueuse. Et ça nous dit que la muqueuse est normale. Quand elle commence à être inflammée, bien, il y a de l'enflure. Et l'enflure fait qu'on ne voit plus les vaisseaux. Vous voyez ici, on les voit moins. C'est à peine un petit degré d'inflammation. Ce n'est pas très sévère. Ici, on voit que c'est un petit peu plus granulaire. Ce n'est pas aussi lisse que ces deux-là. Ça, donc, c'est une inflammation modérée. Et ici, une inflammation sévère, où toute la muqueuse est comme inflammatoire, elle est friable. Juste passer le scope, ça se met à saigner. Voici une autre photo de colite sévère. Même quelqu'un qui n'a pas fait de coloscopie voit tout de suite la différence entre ça et la première photo là, de côlon normal. Ici, il y a une colite de Crohn où il y a des grands ulcères. La partie blanche que vous voyez là, c'est de l'ulcère, avec des ondes qui sont plus enflées et la teinte est un peu diffuse un peu partout. Puis je voulais vous dire aussi que là, ça a l'air simple, je vous parle de colite ulcéreuse et colite inflammatoire, mais il y a un petit pourcentage où, malgré tous nos tests, on reste incertain. On appelle ça une colite indéterminée. Et malheureusement, ça va faire que des fois, on va penser que c'est une colite ulcéreuse et on va la traiter comme une colite ulcéreuse pour s'apercevoir, des fois des années plus tard, que finalement, c'est une maladie de Crohn. Donc, ça peut arriver que malgré nos tests, malgré la coloscopie, les biopsies, les scans, on reste avec une colite indéterminée ou on soupçonne que c'est une colite ulcéreuse et que le temps va nous prouver que finalement, c'était du Crohn. Ça n'arrive pas dans l'autre sens. L'erreur, c'est de penser dans un petit pourcentage de cas que c'est une colite ulcéreuse et que le temps nous montre finalement que c'est une maladie de Crohn. Alors, je vais vous parler un petit peu de la chirurgie de la colite ulcéreuse. Donc, ce qu'on a dit tantôt, c'est... Docteur Ouattet, attendez-moi juste une seconde, parce que je pense que la batterie du micro est faible. OK. Ça coupe à tout bout de champ. On va juste remplacer la batterie et on devrait être correct. Prenez votre temps. Un petit peu, quelques minutes. Pas de problème. Oui. Non, mais tu m'en as.
OK, je vois. Caractéristiques de la colite ulcéreuse pour parler des chirurgies qui existent. Ça va comme ça, M. Baudreau? Oui, oui, ça va. Excellent. Oui, c'est bon. Excellent. Donc, on se rappelle de certaines caractéristiques pour comprendre pourquoi on fait les opérations qu'on fait. La colite ulcéreuse, ça touche juste le côlon et le rectum. Ça ne touche pas l'anus, ça ne touche pas le petit intestin. Donc, ça ne touche pas le grêle qui est le petit intestin, ça ne touche pas l'anus. Et donc, on peut espérer, en enlevant le côlon et le rectum, de guérir la maladie. C'est ça qu'on veut dire par un traitement curatif, c'est que la chirurgie peut guérir la colite ulcéreuse. Et donc, théoriquement, si on enlève le côlon et le rectum au complet, le patient est guéri, n'a plus besoin de médicaments pour la maladie qui n'est plus là, n'a plus besoin de suivi, n'a plus les risques qui arrivent à long terme avec la colite ulcéreuse, comme par exemple le risque additionnel de cancer du côlon, puisqu'il n'y a plus de côlon. Quand on opère une colite ulcéreuse en urgence, des fois, on va enlever le côlon puis laisser le rectum, parce que c'est une plus grosse partie de chirurgie. Et en urgence, on aime mieux éviter ça et on va le faire en un deuxième temps. Mais rappelez-vous donc que si on enlève le côlon et le rectum au complet, on a guéri la maladie. Et donc, on sait depuis les années 1950, donc ce n'est pas d'hier, qu'on peut enlever le côlon au complet, le rectum au complet et guérir la maladie. Mais là, bien sûr, il faut trouver une façon que les aliments, une fois digérés, puissent sortir. Et c'est là qu'on a créé la liliostomie. Le nom de Brooke, ça parle de la forme de liliostomie, le nom du chirurgien qui l'a inventé. Et donc, une fois que le côlon et le rectum sont enlevés au complet, les aliments passent dans l'œsophage, dans l'estomac, dans le petit intestin où la grande majorité des choses sont absorbées, puis se déversent à l'extérieur dans un sac de stomie. Et ça, cette opération-là, elle se fait depuis les années 1950 et ça marche quand même très bien puisqu'on atteint le but principal qui est de guérir la maladie. C'est une autre visualisation de la même chose. Donc, le côlon, le rectum enlevé, on a l'iléostomie. Vu de côté, ben, c'est ça que ça fait. On a sorti l'intestin à travers le petit intestin, puisqu'il reste juste ça, à travers la paroi de l'abdomen. On l'a fixé à la paroi et on colle un sac pour que les selles puissent se déverser dedans. Évidemment, l'inconvénient de cette opération-là, pour la plupart des gens à qui on la propose, c'est l'idée d'avoir une stomie permanente. Et donc, les gens ont pensé, depuis les années, disons, 1980, à des alternatives. Et l'alternative est venue du fait qu'on disait que le petit intestin n'allait pas être atteint, ni l'anus. Et que les gens se sont dit, bien, qu'est-ce qui arriverait si on enlève le côlon et le rectum, et au lieu d'enlever au complet avec l'anus, on va garder l'anus. On va garder le muscle qui sert à fermer. Puis, je pourrais connecter le petit intestin directement à l'anus. Mais si on le connecte directement, bien, le petit intestin est tout le temps en train de pousser. Il faudrait être constamment en train de se retenir. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le petit intestin et on va faire un réservoir avec. On va confectionner un nouveau rectum, un pseudo-rectum, et c'est ça qu'on va connecter au niveau de l'anus. Et ça donne donc ça. Les aliments vont dans l'estomac, le petit intestin, et arrivent dans cette poche qu'on a fait avec du petit intestin qui va servir maintenant de réservoir, comme le rectum le fait normalement, et on va le connecter à l'anus. Comment on fait un réservoir? Bien, imaginez l'intestin, le petit intestin comme un tuyau d'arrosage. Moi, c'est comme ça que j'explique à mes patients. Imaginez un long tuyau d'arrosage. On va le plier comme ça et vous voyez pourquoi ça s'appelle un réservoir en J. Alors, là, il est fermé à son bout, puis je l'ai plié sur lui-même comme ça. Si je coupais ici, j'aurais deux lumières d'intestin. J'aurais deux ouvertures, une ici et une ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ouverture en bas ici et je vais rentrer une agrafeuse spéciale, une agrafeuse qui agrafe les deux côtés et coupe entre les deux. Et ça va me faire une ouverture entre les deux. Et maintenant, donc, je n'ai plus deux lumières, j'ai une lumière d'intestin. Et donc, les aliments arrivent et ont de la place pour s'accumuler. Je dis les aliments, à ce rendu-là, c'est des selles. Hein? Ils ont de la place pour s'accumuler avant d'être évacués. C'est ça le réservoir. Et on l'appelle en J à cause de cette forme-là. Mais en fait, il y a eu plusieurs formes d'essayés. La plus connue, c'est le réservoir en J. Il y a eu celui-là qu'on appelle en H.
Le premier, en fait, qui a été fait, c'était en S et il y a même eu un W. Pourquoi toutes ces formes-là? Les gens essayaient de trouver une façon où le réservoir allait être plus gros pour pouvoir contenir plus de sel pour qu'on puisse retenir plus longtemps. La réalité, c'est que ceux-là sont beaucoup plus complexes, plus de problèmes après, et celui qui est devenu vraiment le plus populaire partout dans le monde, c'est le réservoir en J, et c'est ce qui est utilisé le plus. Et voici une image un peu de comment on le connecte. Donc, le rectum a été enlevé, mais pas l'anus. Et en fait, quand je dis pas l'anus, on a triché un peu ici. On a gardé un tout petit peu de rectum, 1 ou 2 cm de rectum, et on va agrafer le réservoir qu'on a fait avec le petit intestin à ce petit manchon qui est en bas. On a des machines extraordinaires, donc on peut rentrer par l'anus et elle se connecte à une autre partie qui est dans le réservoir. Les deux parties se connectent, puis quand on va activer la machine, ça va les rapprocher et ça va les connecter ensemble. Ça va faire cette connexion entre le réservoir et l'anus. Des fois, on est tellement préoccupé de ne pas garder de rectum qu'on va éplucher la muqueuse. Vous vous rappelez, la colite ulcéreuse, elle affecte juste la couche interne qu'on appelle la muqueuse. Donc, on va l'éplucher ici pour ne pas avoir de muqueuse rectale. On a enlevé le rectum. Le réservoir, maintenant, on va le descendre jusqu'à l'anus, quasiment jusqu'à la sortie. Et au lieu d'utiliser des agrafeuses, à ce moment-là, on va le coudre à la main à l'anus. Et c'est ça qui fait donc le réservoir iléo parce que c'est de l'iléon, du petit intestin, anal parce qu'il est connecté à l'anus. Et en image différente, voilà ce que c'est. Donc, on avait le petit intestin, on l'a mis en J, on a fait le réservoir avec la graffeuse, on l'a descendu jusqu'à l'anus et on l'a connecté à l'anus. Et presque toujours, on va faire une iléostomie temporaire en amont. Pourquoi on fait ça? C'est qu'on juge que cette chirurgie-là, il y a beaucoup de lignes d'agrafe, beaucoup d'endroits qui sont cousus ensemble. Il y a des risques que ça ne guérisse pas tout de suite suite comme il faut. Et si les aliments qui sont rendus des sels viennent tout de suite là, ils risquent d'avoir des petites fuites. Si c'est des petites fuites avec des bactéries, ça fait de l'infection, ça fait des abcès, ça peut être dangereux, ça peut aussi compromettre la fonction du réservoir. S'il y a beaucoup de cicatrices qui se forment autour du réservoir, il ne fonctionnera pas bien. Ce qu'on se dit, on dit dérivons les sels, on va les faire sortir dans une stomie pendant quelques mois, le temps que cet endroit-là guérisse comme il faut, sans qu'il y ait d'aliments ou de sels qui passent par là. Plus tard, on pourra vérifier que c'est bien guéri par différentes façons. Une fois qu'on est rassuré que c'est bien guéri, on reconnectera ces deux bouts d'intestin ensemble, puis là, les aliments vont passer par en bas. Donc, ça se fait en étapes, presque toujours. Enlever le côlon, enlever le rectum, faire le réservoir, le connecter à l'anus et mettre un sac temporaire. Tout ça, c'est la première opération. Plus tard, deuxième opération, beaucoup plus petite, on reconnecte le petit intestin pour que les aliments et les sels maintenant voyagent vers l'anus. Une autre façon de le visualiser, donc, on enlève le côlon, le rectum. La différence, on garde l'anus. On a fait le réservoir, on l'a connecté à l'anus, mais on a mis une stomie temporaire. Voyez-vous que c'est une stomie en boucle. L'intestin est là. Ce n'est pas le bout terminal de l'intestin. Hein. C'est comme une boucle d'intestin qu'on a amenée à la peau. Et voilà comment on fait ça. Idéalement, on veut qu'elle soit dans le muscle qu'on appelle le grand droit, les abs. Hein. Fait que la stomothérapeute, en général, nous indique le meilleur endroit pour le patient. On va faire un trou dans la paroi, dans la peau, la graisse, le muscle, aller chercher la boucle d'intestin, puis on va l'ouvrir d'une façon qu'on appelle asymétrique, c'est-à-dire qu'on ne l'ouvre pas au milieu, on l'ouvre sur le côté, puis on va renverser ça pour avoir notre stomie. Ça, c'est le genre de stomie qu'on fait quand on pense que c'est temporaire, une dérivation temporaire. Après la deuxième opération, donc on va reconnecter le petit intestin. Vous voyez ici, il est reconnecté. On ferme la plaie de la stomie. Et maintenant, les aliments et les sels vont aller vers le réservoir. Alors, je viens maintenant à la première question que M. Vaudreau m'a demandé. C'est pour qui, les réservoirs en J? Donc, je dirais qu'il y a des conditions pour que ça puisse marcher. C'est dans des circonstances où on a enlevé le côlon et le rectum. Si on a encore le rectum, on a juste à utiliser le rectum.
c'est des circonstances où tout le côlon et le rectum ont été enlevés, mais pas l'anus. Il faut qu'on puisse garder le contrôle. Si on n'a pas d'anus, ben, ça va sortir tout le temps. Donc, il faut qu'on ait gardé un anus et que cet anus-là soit fonctionnel. Donc, quelqu'un qui a déjà de la difficulté à se retenir en temps normal ou qui a eu des chirurgies anales qui font que l'anus n'est peut-être pas aussi fort ou qu'il y a d'autres maladies qui font que l'anus ne fonctionne pas bien, ça ne serait pas lui rendre service d'aller connecter le réservoir à une porte qui n'arrive pas à bien se fermer. Donc, c'est ça les conditions. Le côlon et le rectum ont été enlevés, mais on peut garder l'anus qui est sain et fonctionnel, et le petit intestin est normal. Parce que s'il y a de la maladie au niveau du petit intestin, ben, on n'osera pas faire le réservoir avec le petit intestin pour le connecter à l'anus. Et donc, tout ça fait que vraiment, ça s'applique le plus, et la grande majorité des gens dans le monde qui ont un réservoir, c'est des gens qui avaient une colite ulcéreuse parce qu'elle remplit toutes ces conditions-là, mais qui n'ont pas pu être traités de façon adéquate avec les médicaments. Parce que le premier traitement, ça reste les médicaments. Et aujourd'hui, on a des médicaments vraiment beaucoup plus variés qu'il y a 20, 30 ans et qui marchent bien en général. Et donc, c'est le premier traitement, c'est les médicaments. Mais quand ça ne marche pas, quand le patient reste affecté par sa maladie, c'est là qu'on peut contempler le réservoir branché. Il y a une autre maladie pour laquelle ça s'applique, qui s'appelle la polypose familiale. Je ne voudrais pas passer trop de temps là-dessus parce qu'on va manquer de temps, mais si jamais vous avez des questions sur la polypose familiale, qui est beaucoup moins fréquente que la colite ulcéreuse, c'est l'autre circonstance dans lesquelles on fait le réservoir branché. Donc, ça ne s'applique pas pour le Crohn parce que justement, l'anus est souvent affecté, le petit intestin est souvent affecté, et donc, ça ne serait pas, règle générale, une chirurgie qu'on propose à quelqu'un qui a la maladie de Crohn. Et je ne vous dis pas que ça ne s'est jamais fait, ça s'est fait, mais ce n'est pas classique, disons, comme option. L'idée d'avoir un réservoir connecté à l'anus et de ne pas avoir de sac, ça peut plaire. Si on faisait juste dire ça aux patients, qu'est-ce que vous voulez comme opération? J'enlève le côlon rectum, je vous mets une stomie à vie, ou je vous arrange ça pour ne pas avoir de stomie. Ben, tout le monde dirait, ben, je ne voudrais pas de stomie, mais en fait, il faut voir les résultats à long terme pour comprendre un peu, ce n'est pas si simple que ça. Et je vous présente ici une étude faite par la clinique Mayo aux États-Unis, qui, eux, ont probablement la plus grande expérience mondiale avec les réservoirs. Ils ont suivi des patients jusqu'à 20 ans. Donc, ça a été publié en 2007. Ils avaient presque 2000 patients suivis sur à peu près 20 ans, mais la moyenne de 11 ans. Et ils ont regardé quel genre d'évolution ces patients-là avaient, comment ça fonctionnait, quel genre de problème. La complication principale, ça s'appelle une pouchite. Pouchite, c'est un mot qu'on a inventé parce qu'on parle de la poche d'intestin qui devient inflammée. Hein, comme appendice, quand c'est inflammé, ça s'appelle une appendicite. Ben, les Anglais ont dit pouch pour réservoir, ben, pouchitis ou pouchite, une inflammation du réservoir. Et ça arrive quand même assez souvent chez ces patients-là. C'est une inflammation qui fait que tout d'un coup, les selles deviennent plus fréquentes, plus difficiles à retenir, mal au ventre, un peu de fièvre. En général, ça se traite bien avec des antibiotiques. Malheureusement, certains patients en font souvent et à répétition, et ça peut affecter leur qualité de vie. En termes de fonction du réservoir, ils les ont étudiés à 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans et 20 ans. Et ce que le patient appelait un succès, ça veut dire qu'il considérait qu'ils avaient une bonne qualité de vie, c'est quand même assez haut. Hein, la grande majorité considère qu'ils sont contents de leur choix. Ça diminue un tout petit peu avec les années, mais pas beaucoup. On voit que c'est relativement stable. Jusqu'à 92% à 20 ans disent quand même que pour eux, c'est un succès. Le nombre de selles par jour, comme je disais, hein, on n'a pas le côlon, puis on n'a pas un vrai rectum, c'est un compromis. Ils ont quand même 5,7 selles en moyenne. Moi, je dis à mes patients en préopératoire, la moyenne, ça va être entre 5 et 7, mais ça, c'est une moyenne. Il y en a qui sont très chanceux qui en ont 3. Il y en a qui en ont malheureusement sont moins chanceux. Il y en a 8, 9, peut-être 10 selles par jour. Et on voit qu'avec les années, ça ne change pas beaucoup. À 20 ans, c'est un peu plus fréquent, mais c'est relativement stable. Dans la nuit, quand même 1 à 2 selles la nuit. Donc, les patients sont obligés de se lever la nuit parce que le réservoir ne contient pas le même volume qu'un vrai rectum. C'est plus petit. Et donc, quand il y a des selles, ils sentent la commande d'y aller. Et les selles sont un peu plus liquides, donc on peut les retenir moins longtemps. Et ça aussi, ça reste relativement stable avec les années. Donc, à 20 ans, une moyenne de 2 selles par nuit.
Incontinence. Par incontinence, là, c'est tout le spectre de l'incontinence. En général, c'est des petites incontinences. Il n'échappe pas la selle au complet, mais ça veut dire que, par exemple, on peut souiller un peu ou si on attend trop longtemps, on peut se salir un peu. 5 à 1 an, 11 à 20 ans, donc ça a augmenté un peu avec les années. C'est sûr que c'est ce qui affecte le plus leur qualité de vie à ces patients et c'est ce qui va nuire le plus à leur satisfaction. Dans la nuit, probablement parce que quand on dort, le sphincter est un peu plus relaxé, moins serré, plus d'incontinence nocturne. Donc, un patient sur 10, éventuellement un patient sur 5 peut souiller la nuit. Ce n'est pas banal. Et il faut leur expliquer ça avant qu'ils fassent leur choix pour qu'ils choisissent vraiment en connaissance de cause. C'est quand même une chirurgie donc, qui atteint le but d'éliminer la maladie. Elle protège en grande partie contre un cancer futur, puisqu'on a enlevé l'organe qui est le plus à risque de cancer, qui est le côlon et le rectum. J'ai dit en grande partie parce que vous avez vu tantôt, on a dit qu'on triche puis qu'on garde une petite partie. Donc, les patients qui ont un réservoir, il faut qu'ils soient surveillés. Ils sont surveillants. On va regarder dans le réservoir et la petite région de rectum qui reste pour être sûr qu'il n'y a pas de lésion qui apparaît. Et puis, elle garde une bonne fonction sphinctérienne chez la majorité et une bonne qualité de vie. Et les résultats ne se détériorent pas trop à long terme, donc ça reste stable. Ici, je vous parle d'une autre étude faite en 2010 en Europe, celle-ci, c'est en France, où ils ont regardé spécifiquement les complications des réservoirs à long terme. Et je vous les énumère un petit peu comme ça. Donc, eux aussi ont remarqué que c'était les push-its, cette inflammation du réservoir, avec une fréquence qui augmente avec les années, hein, même très proche de celle de la clinique Mayo. On parle de 70 à 20 ans, c'est un grand nombre de patients. Des occlusions intestinales, ça, c'est des blocages d'intestin, soit par des adhérences ou des endroits qui deviennent stérés ou pour d'autres causes mécaniques. Des abcès, 6 à 37 Une fistule, c'est une communication entre le réservoir et d'autres choses. Par exemple, celle qui nous préoccupe le plus, c'est entre le réservoir et le vagin chez la femme. Ça peut nuire beaucoup, beaucoup à leur qualité de vie. Un anus qui devient cicatriciel et serré. La dysfonction sexuelle. L'infertilité. L'incontinence, on en a parlé tantôt. Le taux d'échec qui est plus près du 5 et quand même un petit risque de cancer qui reste. Donc, lu comme ça a l'air épouvantable, mais il faut prendre ça en perspective. Je pense juste que c'est très important que les patients soient bien avisés, qu'on leur explique tout ça avant, parce que si on dit juste « voulez-vous un sac ou pas de sac », on ne leur a pas donné la bonne information pour faire le choix. En conclusion, le réservoir angieux, le réservoir ional, c'est devenu la chirurgie standard pour la colite séreuse qui ne répond pas au traitement médical. Et aujourd'hui, presque tous les patients qui ont cette maladie-là vont se faire offrir ce choix-là, cette option-là. Et la majorité qui vont la choisir vont avoir une bonne évolution et une bonne qualité de vie. Mais c'est très important, je pense, d'expliquer aux patients que ce n'est pas une chirurgie simple, qu'il va y avoir un risque de complications à moyen terme, à long terme même. Et parler aussi du choix d'enlever et de faire une stomie, qui est un choix beaucoup plus simple, mais avec le prix d'une stomie permanente. Et il y a encore des patients qui choisissent, une fois qu'ils ont entendu les deux, qui disent, moi, je veux me débarrasser de ça, je ne veux plus vivre en pensant à ma maladie ou en courant à la toilette ou en risquant encore des complications ou avoir un suivi, et qui choisissent de tout enlever et d'avoir une iléostomie, et c'est un très bon choix aussi. Donc, je pense qu'il doit être offert encore aujourd'hui. Je vais passer maintenant à la deuxième question que M. Boudreau m'a demandé d'adresser. Dans quel cas on peut reconnecter et passer à ce que M. Boudreau avait qualifié de normalité? J'ai changé cette question-là où je l'ai traduit, si vous voulez, dans mes termes. Dans quel cas est-ce qu'on peut mettre une stomie comme temporaire et dans quel cas est-ce qu'on peut, après ça, dire que, bon, effectivement, elle est temporaire, je reconnecte. Fait qu'il y a quelques conditions pour qu'on puisse reconnecter l'intestin. Vous allez, je pense, les comprendre assez vite. Ça prend bien sûr un appareil sphinctérien fonctionnel. On ne peut pas reconnecter s'il n'y a pas au bout quelque chose qui va tenir l'anus fermé. La qualité de vie va être beaucoup pire. Donc, il faut qu'il y ait un anus fonctionnel avec des sphincters fonctionnels. Pour
pour qu'on puisse bien se retenir, ça ne prend pas juste les sphincters, ça prend un réservoir qui peut être le rectum. Le rectum, c'est notre réservoir naturel, ou un réservoir qu'on a confectionné avec du petit intestin ou du gros intestin, mais il faut qu'il y ait de la place pour que les selles puissent s'accumuler. Donc, soit le vrai réservoir qui est le rectum ou un réservoir qu'on va faire nous-mêmes. C'est ça les deux conditions absolues pour pouvoir penser reconnecter. Si on n'a pas ça, on est mieux avec une stomie que d'essayer de patenter quelque chose. Alors, la première condition, c'est la colite ulcéreuse. On en a déjà discuté, mais je vous avais dit que quand on fait un réservoir, on met une stomie temporaire. Et dans ces cas-là, donc la très grande majorité, un jour, on va refermer cette stomie-là, on va reconnecter le petit intestin, et là, ils n'auront plus de stomie. Ça, c'est l'exemple probablement le plus classique d'une stomie temporaire. Il y en a d'autres. Si on opère quelqu'un en urgence, pour n'importe quelle condition, une chirurgie urgente où on va enlever un bout d'intestin, par exemple, un bout d'intestin qui est malade, ça peut être un lymphome du petit intestin ou une inflammation du petit intestin qui fait une perforation, puis il y a du pus qui coule dans le ventre, puis il y a des aliments qui coulent dans le ventre. On est obligé d'enlever un bout d'intestin, mais on considère que faire la connexion tout de suite, ça ne serait pas sécuritaire. Parce que pour connecter l'intestin ensemble, ça prend des bonnes conditions. Si on le connecte alors qu'il y a beaucoup d'inflammation dans le ventre, il y a du pus, il y a des selles, ça risque de lâcher, ça risque de ne pas bien guérir. Donc, dans ce cas-là, on va enlever le bout malade, on va faire une stomie temporaire, et on va se dire, quand le patient ira mieux, dans quelques mois, on va pouvoir reconnecter. Et donc, ça arrive quand il y a une perforation avec une péritonite, une colite très sévère, une maladie du côlon qui est très sévère, qui nous dit qu'il faut enlever le côlon en urgence. Un exemple que je vous dirais, c'était il y a plusieurs années, vous vous rappelez peut-être certains d'entre vous, qu'il y a eu toute une série de patients au Québec spécifiquement avec des colites assez difficiles, des colites très sévères qu'on n'arrivait pas à traiter médicalement malgré les antibiotiques et qu'on était obligé d'amener en urgence en salle d'opération pour enlever le côlon. Chez un patient très malade, on se disait c'est pas le bon moment pour aller faire une connexion. On enlève, on fait une stomie. Quand ils iront mieux, on reconnectera. Un Crohn qui a une péritonite, encore une fois, avec une perforation, ça va être la même chose. On va dire enlevons le bout malade, nettoyons, on va le laisser guérir. Plus tard, on reconnectera. Donc, on a vu maintenant comme condition la colite ulcéreuse, les perforations et chirurgie d'urgence. Un autre exemple où on a une stomie temporaire, c'est parfois dans le cancer du rectum. Et là, je vais vous parler un petit peu plus de l'anatomie du rectum. On en a parlé un petit peu tantôt. Ça, c'est encore une fois une coupe où on voit la colonne vertébrale dans le dos, donc le sacrum, le coccyx. Ça, ici, c'est la peau des fesses. Et l'anus est ici. Le rectum, c'est la dernière partie du gros intestin et elle finit par l'anus où se trouvent les sphincters qui gardent tout ça fermé. Alors, généralement, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un cancer du rectum? C'est qu'on enlève une partie du rectum, on va garder la partie qui est saine et on va connecter le gros intestin plus haut à cette partie-là. Donc, si c'est un petit cancer, on va enlever et on reconnecte et c'est sain. Le moindrement que c'est un cancer avancé, en général, on veut faire de la radiothérapie avant la chirurgie. On veut mettre les chances du bord du patient pour qu'il n'y ait pas de cellules cancéreuses qui puissent revenir. On fait de la radiothérapie et ensuite on fait la chirurgie. Mais la radiothérapie, elle affaiblit les tissus. Elle va faire que si on fait la connexion, elle peut ne pas guérir comme il faut. Et donc, dans ce cas-là, on va enlever le rectum, la partie malade, on va faire la connexion, mais on va se dire, un peu comme on disait tantôt dans la colite ulcéreuse avec le réservoir Angie, on ne veut pas que les selles passent par là tout de suite pour pas qu'il y ait de fuite, d'infection, de péritonite, d'abcès. On fait la connexion, mais on va faire une dérivation. C'est la même que vous avez vu tantôt. C'est le petit intestin qu'on amène en boucle à la peau. Et donc, les aliments voyagent dans le petit intestin, il y a de l'absorption qui se fait, et rendu ici, c'est déversé à l'extérieur pour qu'il y en ait très peu qui passent par l'endroit opéré, jusqu'à ce qu'on soit rassuré que c'est guéri. Quelques mois plus tard, une fois qu'on a vérifié et qu'on est sûr que c'est guéri, on fait une deuxième opération pour connecter ça ici. Et là, les aliments vont passer par en bas. La troisième question que M. Baudreau m'a demandé d'adresser, c'est quel est le meilleur moment pour subir une chirurgie suite à une hernie? Puis je me suis permis d'appeler M. Baudreau pour lui dire qu'est-ce que vous voulez dire vraiment le meilleur moment. Il m'a dit, ça nous arrive souvent, quand on parle à notre chirurgien de réparer une hernie, on sent qu'ils ne sont pas
très enthousiaste, on sent qu'il y a de la résistance et j'ai compris très bien sa question. Fait que parlons un petit peu des hernies. Ici, on parle d'une hernie incisionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a des hernies naturelles. Hein? Vous avez connu ou vous avez peut-être eu, vous avez connu des gens qui ont eu une hernie au nombril ou une hernie dans l'aine. Ça, c'est des hernies normales, pas normales, mais naturelles qui sont arrivées comme ça. Les hernies incisionnelles, c'est arrivé parce qu'on a fait une coupure chirurgicalement et que ça n'a pas guéri comme il faut par en dessous. Donc, on a coupé la peau, on a coupé la graisse, on a coupé les muscles parce qu'il y a du muscle autour. Notre ventre, c'est une enveloppe de peau, de graisse et de muscles à l'intérieur de laquelle se trouvent les structures. Mais pour rentrer opérer, on a coupé tout ça, la peau et les muscles. On les a refermés, mais si les muscles ne guérissent pas comme il faut, bien, ça peut passer à travers cette ouverture-là. Et voilà de quoi ça a l'air. Et vu d'une autre façon, voyez-vous ici ce dessin-là, ici, ça c'est la peau. Ça, c'est en jaune, la graisse sous la peau. Et en rouge, ça se trouve les muscles abdominaux, hein, les abs, encore une fois, les muscles abdominaux. Alors ici, il y avait une incision qui, malgré la réparation, s'est redéchirée. Et maintenant, les structures qui normalement devraient rester dans le ventre, comme le petit intestin, réussissent à sortir sous la peau, dans une enveloppe qu'on appelle le péritoine, qui s'est étirée. Mais donc, des choses qui devraient être dans le ventre sortent sous la peau, et c'est ça qui fait une hernie. C'est ça pour ça que vous voyez une bosse. Le patient voit la bosse, mais le problème, c'est le trou. Il y a un trou dans le muscle. Une autre façon de le voir encore, la peau, la graisse, les muscles qui normalement devraient être continus, mais qui ont été divisés, par exemple, parce qu'on a fait une chirurgie, et malheureusement, la réparation n'a pas tenu, c'est redéchiré pour toutes sortes de raisons, et des structures de l'intérieur de l'abdomen, comme de l'intestin, réussissent maintenant à passer à travers et être sous la peau. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a une hernie dans une incision? Disons que j'ai opéré un patient, j'ai fait une incision. Quelques mois plus tard, il vient me dire, j'ai une bosse qui part et qui revient. Quand je suis couché, elle rentre, et quand je me lève, elle sort. On se rend compte donc qu'il y a un endroit où ça a mal guéri, puis le muscle est troué, si vous voulez, là, puis il y a des choses qui passent à travers. Je peux essayer de réparer ça juste à coudre le muscle ensemble. Ça ne marche pas bien. Si ça a déjà déchiré une fois, les chances sont que si on fait juste le réparer, puis sous anesthésie, c'est facile. Le patient est complètement relaxé, je vais tirer, je vais les coudre ensemble. Et dans la vie, on force, on tousse, on éternue, on force pour lever des choses, ça risque de déchirer. Classiquement, aujourd'hui, on répare ça avec un filet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va chirurgicalement refouler l'intestin dans le ventre et on va placer un filet que vous voyez ici en bleu. On appelle ça une mèche qui est très solide et qui va empêcher maintenant les structures du ventre de passer à travers le trou qui est là. Même si le trou n'est pas réparé, il est bloqué par le filet. Et voilà un exemple de ce filet-là. Vous voyez que ça a l'air des fois, on dit aux patients, c'est un filet ou un moustiquaire, ça a l'air d'un moustiquaire. Vous voyez que c'est fait comme ça, c'est fait dans un produit synthétique qui est tressé, qui est très adhérent. L'autre côté, le côté qu'on ne voit pas ici, là, qui va être du côté des intestins, est plus lisse, c'est comme du téflon. Mais le côté qui va être collé sur la paroi, il va être collé très solide et on va le fixer avec beaucoup de points. Voilà un exemple. Donc, vous voyez ici l'aspect en filet. On l'a glissé sous la hernie et on va le coudre ou le taquer des agrafeuses pour que ce trou-là soit protégé par la mèche pour qu'il n'y ait plus rien qui puisse passer et sortir par le trou. La peau, bien sûr, va être refermée, mais ce qui tient ici, ce n'est pas des muscles, c'est la mèche. Le problème d'une hernie au niveau d'une stomie, c'est qu'on ne veut pas fermer le trou. On a fait un trou pour sortir l'intestin. C'est que si le trou s'est agrandi, je ne peux pas quand même fermer le trou. Je ne peux pas le fermer de façon définitive en disant je vais mettre juste un filet qui couvre tout parce que je veux garder l'ouverture pour la stomie. Et c'est ça que ça produit comme image. Donc, la stomie, au lieu d'être au niveau de la peau, on sent qu'il y a une voussure qui soulève le tout. Et cette voussure-là est due soit à du gros intestin, s'il y en a encore, qui réussit à passer maintenant à travers le même trou, ou du petit intestin qui s'est glissé à côté, puis qui sort, et qui fait la voussure sous la peau. Voilà un autre exemple. Il y a une boucle d'intestin qui est sortie, qui est sous la peau, qui revient. Et vous voyez, le danger, c'est que ça peut se coincer. Si le trou est juste de la mauvaise grandeur, s'il est très gros, bien, ça rentre, ça sort. Mais s'il est juste de la mauvaise grandeur, c'est assez pour le laisser sortir puis que ça se coince et que c'est coincé serré, bien, les aliments peuvent ne plus passer, là.
Et là, ça peut causer un blocage de l'intestin. Il n'y a plus rien qui sort par la stomie parce qu'il n'y a plus rien qui avance. Le patient a mal au cœur et vomit. Ça, c'est une condition d'urgence où on est obligé d'aller débloquer l'intestin. La plupart du temps, ça n'arrive pas. Ça rentre puis ça sort, mais c'est incommodant. Et malheureusement, c'est une complication fréquente. Il y a des études, ce n'est pas tout le monde qui a ça, là, mais des études qui disent jusqu'à 3 patients sur 4, 75% vont avoir un certain degré d'hernie, qui peut être petite, moyenne ou des fois très grosse. Mais donc, c'est fréquent. Quand on les cherche, même si le patient ne le sait pas, on peut la démontrer radiologiquement qu'il y a un petit peu de graisse qui s'infiltre autour. Ce n'est pas nécessairement de l'intestin, ça peut être de la graisse de l'intérieur qui sort. Donc, une complication fréquente. C'est quoi les facteurs de risque pour avoir une hernie parastomale? Mais plus on est âgé, plus il y a de risques. La personne qui subit une opération avec une stomie à 20 ans a moins de risques que la personne qui l'a subie à 70 ans, 75 ans, parce que probablement les facteurs de guérison ne sont pas aussi bons. Clairement, le surpoids. Le surpoids est un gros facteur de risque. Et ça arrive souvent que les patients qui ont ces maladies-là, à cause de la maladie, avaient perdu du poids. On les opère, disons que c'est une colite ulcéreuse ou un Crohn, et on enlève la partie malade, on met une stomie, et là, la personne est beaucoup mieux. Sa santé globale est beaucoup mieux, il absorbe mieux ses aliments, il se met à prendre du poids, et là, ça fait ajouter beaucoup de pression dans l'abdomen, ce qui va créer cette hernie-là. Des autres facteurs de risque, un tour de taille plus que 100 cm, le diabète, le fait de fumer, le fait d'avoir une toux chronique, les gens qui lèvent beaucoup de poids, là, si on force physiquement, ça peut nous mettre à risque de faire une hernie. Et aussi la prise de cortisone. La cortisone nuit à la guérison des tissus, affaiblit les tissus, et donc ça peut aussi jouer. Et on a vu que des personnes qui ont la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse peuvent avoir eu ça comme traitement. Donc, ça, c'est les facteurs de risque. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévention? Bien, le facteur le plus important, c'est de faire attention de ne pas prendre du poids. La prise du poids, comme je disais tantôt, est un des facteurs les plus importants. Renforcer ses muscles abdominaux par des exercices bien calculés, bien réfléchis. Il ne faut pas juste faire les crunchs ou les sit-ups, ça met trop de pression, ce n'est pas le bon exercice. Rester actif. Hein, si on demeure actif, même globalement, même la marche ou la natation ou du vélo, ça garde la masse musculaire et ça nous protège contre ça. Donc, maintenir la masse musculaire, faire attention aux efforts. S'il faut déplacer des meubles ou lever des choses lourdes, laisser quelqu'un d'autre faire ça. Arrêter de fumer. Mais qu'est-ce qu'on fait si, malgré tout ça, on est face à une hernie? C'est quoi le traitement? Bien, on peut diminuer beaucoup les symptômes en faisant quelques changements dans les habitudes de vie. Le patient qui perd du poids, ça ne fait pas disparaître la hernie, mais elle devient beaucoup moins dérangeante. Parce qu'encore une fois, c'est la pression dans l'abdomen qui pousse. Et donc, si on réduit la pression, la hernie est encore là, mais elle devient beaucoup moins dérangeante. Le fait d'arrêter de fumer peut faire une grosse différence. Et on peut aussi porter une ceinture hernière. Et ce que je disais, c'est que malgré ça, malgré ces changements-là, bien, malheureusement, il y a quand même 20% des gens qui ont une hernie qui vont demeurer avec des symptômes qui les dérangent, même si on réussit à faire tout ça. Donc, une ceinture hernière, c'est des ceintures qui sont faites exprès pour soutenir la paroi abdominale, mais avec une ouverture pour la stomie. Et donc, le sac peut être posé à travers et ça fait que ça pousse moins, ça bulge moins. Le patient est plus confortable avec ça. Si malheureusement, malgré tous les traitements qu'on appelle des traitements conservateurs, ça veut dire qu'on a essayé d'éviter la chirurgie, on a perdu du poids, on a porté la ceinture, on a arrêté de fumer, malgré ça, le patient est très dérangé, ça se peut qu'on soit face à une décision, comment je vais faire pour traiter ça? Et la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je peux fermer la stomie? Si c'est une stomie temporaire, comme on avait parlé tantôt, bien, la solution, c'est d'enlever la stomie. Parce que si j'enlève la stomie, là, je peux fermer le trou, peu importe le moyen, mais là, je peux contempler de le fermer de façon définitive. Donc, si peut être fermée, la stomie, c'est le choix numéro 1. Si elle ne peut pas être fermée, on peut essayer de réparer sa mèche, c'est-à-dire d'aller juste coudre les tissus autour pour diminuer le trou, qui soit juste de la bonne grandeur pour laisser l'intestin sortir. Malheureusement, il y a un grand taux d'échec quand on fait ça comme ça. On peut réparer avec une mèche, et on a vu tantôt le genre de mèche, mais là, ça peut prendre une mèche spéciale qui laisse passer la stomie. Ou des fois, on dit, bien, les tissus
du patient de ce côté-là ne sont pas bons, on va aller de l'autre côté. On relocalise la stomie. C'est-à-dire qu'on défait la stomie d'une place, on la met de l'autre côté. Mais bien sûr, il y a un risque qu'il se fasse une nouvelle hernie de ce côté-là aussi. Et c'est une chirurgie quand même qui peut être assez majeure. Et voilà l'exemple de mèche. Donc, c'est des mèches différentes de celles que je vous ai montrées tantôt. Elles sont faites avec un trou pour laisser sortir la stomie. Soit simplement un trou ou même un genre d'entonnoir et qu'on peut fixer à l'intestin. Ça a l'air facile sur le dessin, mais c'est des chirurgies compliquées. C'est souvent très, très collé dans ce coin-là. On risque de traumatiser l'intestin et il risque d'y avoir des complications de la mèche, un corps étranger aussi près de l'intestin, ça peut aussi causer des problèmes. C'est une chirurgie donc compliquée, délicate, avec des complications qui arrivent, soit qu'il y a un blocage. Si le trou est trop serré sur l'intestin, ben, ça peut nuire à la vidange. Il peut se faire des perforations par la mèche. Ou si on l'a fait, on ne voulait vraiment pas trop serrer, puis qu'on l'a fait un peu plus large, ben, l'hernie peut revenir. Excusez-moi, je vais juste boire une gorgée d'eau. Alors, quand opérer, en urgence, comme je vous ai dit tantôt, si l'intestin est coincé avec un blocage, on n'a pas le choix. Si les traitements qu'on a essayés sans chirurgie ne fonctionnent pas et que le patient a vraiment des symptômes importants. Si les symptômes ne sont pas importants, c'est probablement mieux de ne pas opérer. Pardon. Je finissais en vous disant, peu importe laquelle de ces questions-là vous préoccupe quand vous rencontrez un chirurgien, souvent le chirurgien il vous aborde avec une série de questions qu'il veut vous poser. Je pense que c'est important que vous posiez aussi vos questions. Puis, quelques conseils pour ces rencontres-là, préparez vos questions d'avance. Des fois, sur le moment même, on sent que le chirurgien est pressé. Il y a beaucoup de gens dans la salle d'attente, on est gêné. Si on n'a pas préparé nos questions, on va les oublier. Donc, préparez vos questions. Vous avez le droit de poser toutes les questions. Ce que je dis à mes étudiants, là, le patient a attendu des mois pour avoir son rendez-vous. Il m'a attendu des heures dans la salle d'attente. Une fois qu'il est avec moi, là, ça, c'est son temps à lui. Il faut qu'on soit là pour lui et qu'on lui donne le temps de poser toutes ces questions. Vous n'êtes pas obligé de décider tout de suite quand il y a une décision à prendre. Vous avez le droit de réfléchir. Vous avez le droit de dire « je vais y passer, je vais revenir vous voir ». Si possible, dans des circonstances où il y a des décisions à prendre, soyez accompagnés. Des fois, on ne se rappelle pas de tout ce qui s'est dit, puis ça peut être très utile d'avoir quelqu'un d'autre qui a écouté la même chose, qui n'était peut-être pas sous l'effet de la même émotion, avec qui on peut discuter ensuite. Au besoin, si vous êtes face à une grosse décision, n'hésitez pas à demander une deuxième rencontre. Vous n'êtes pas obligé de, une fois, tout décider. Vous avez le droit de dire « je vais réfléchir, puis j'aimerais ça vous revoir », puis le médecin devrait accepter ça. Et dans tout ce qui concerne une stomie, ça peut être très utile de parler à une infirmière stomothérapeute ou un patient qui est membre d'une association, par exemple, les patients volontaires, un patient qui a déjà du vécu avec ça. Ça peut aider beaucoup dans la réflexion que vous devez faire face à une décision. Fait que voilà l'essentiel de ce que je voulais dire, puis je suis ouvert à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Dr. Wassef. C'est très complet. Je suis même comblé par toutes ces explications-là. Là. On a touché à beaucoup de choses, même que je n'avais pas prévues. Mais c'est excellent comme présentation. Là, je vais commencer par une question qui vient de l'Europe. C'est une patiente qui dit « Je suis une personne stomisée depuis plus de 2 ans et à cause d'une sténose, je vous rappelle que j'ai été diagnostiqué d'un cancer bas rectum en 2017. Est-ce que l'opération pour se débarrasser de la sténose est faisable et quels sont les effets secondaires après la chirurgie de la sténose? Oui, Jacques, si vous permettez. Oui. Jacques, voici. Bonjour Jacques, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis contente d'être parmi vous. Cette question, je l'ai posée hier parce que cette question, ça me concerne. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai vécu il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'ai eu un cancer du bas rectum à 4-5 cm. Excusez ma voix, j'ai mal à la gorge.
Il y a 4 ans, j'ai eu un cancer du bas rectum à 4-5 cm. Donc, j'ai fait le protocole chimio-radiothérapie, chirurgie, c'est l'héliostomie. J'ai eu une héliostomie et l'héliostomie, c'était prévu que je la garde pendant 2 à 3 mois. Mais à cause des fistules, je l'ai eu pendant presque une année. Donc, après le rétablissement de la continuité, j'ai eu une fistule recto-vaginale. Et après, ça a cicatrisé toute seule je l'ai vécu pendant 5 à 6 mois, ça a cicatrisé toute seule, Dieu merci. Mais après, j'ai eu des douleurs atroces au niveau des intestins et c'est avéré que j'ai eu une sténose. Donc, cette sténose, cette sténose a entraîné une colostomie que je porte, ça fait d'abord presque 2 ans. Ça fait 2 ans que je porte cette colostomie. Je souffre toujours de cette sténose. Dernièrement, j'ai consulté des médecins et m'avaient dit au Maroc, moi je suis du Maroc. Donc on m'avait dit qu'on n'a pas cette expertise pour pouvoir vous opérer. Et donc j'étais obligée de venir ici en France. Actuellement, je suis en France. J'ai consulté un médecin qui m'avait dit que la réussite de l'opération de cette sténose est à 80%. Je ne sais pas, je suis réticente parce que je ne sais pas, est-ce que je dois faire cette opération et la réussite effectivement à 80% ou plus au moins, je n'en sais rien. Quels sont les effets secondaires que je devais avoir après cette opération? J'ai vraiment peur parce que j'ai vécu des moments très, très difficiles et j'ai fait 4 opérations presque avec le protocole de la chimio. Je ne vous cache pas, j'ai beaucoup souffert et j'en ai vraiment assez. Donc, je ne sais pas, est-ce que je vais encore avoir des conséquences? Est-ce que je vais souffrir encore? Je n'en sais rien. C'est la question que je pose. C'est un très, très grand point d'interrogation pour moi. Je vous remercie de me répondre et je vous remercie de m'avoir écouté. En tout cas, on comprend certainement que ça a été un cheminement difficile pour vous, madame, puis malheureusement, c'est des choses qui arrivent. On aimerait que tous nos patients évoluent de façon optimale à chaque fois, mais ce n'est pas toujours le cas. Une sténose, juste pour que tout le monde sache, c'est un endroit qui est devenu serré. Hein, la connexion qui s'est faite, elle a guéri en devenant de plus en plus serrée, et donc le passage ne se fait pas bien. Et c'est pour ça qu'il y a une stomie qui a été faite en amont pour que les selles puissent sortir. Et là, la question maintenant, c'est comment on répare cet endroit serré, ce qu'on appelle une sténose. Effectivement, c'est une chirurgie qui n'est pas simple. On retourne dans un endroit qui a déjà été opéré, où il y a déjà eu de la radiothérapie, toutes des choses qui font que c'est plus compliqué de se rendre, d'opérer, et pour que ça guérisse bien aussi. Ça ne veut pas du tout dire que c'est impossible, mais c'est une chirurgie complexe, délicate. Il faut que vous soyez dans un centre où il se fait de la chirurgie du côlon et rectum de façon experte. C'est ce que je vous dirais de vérifier. Assurez-vous que c'est un centre spécialisé, hein, ce qu'on appelle un centre tertiaire. Ça prend quelqu'un qui ne fait pas ça une fois de temps en temps, mais qui a une bonne expérience de chirurgie dans le bassin et chirurgie intestinale. Même si on est dans un... Désolée de vous interrompre, mais je ne sais pas, est-ce que je peux vous dire le médecin que j'ai vu ici en France ou pas? Je ne sais pas, est-ce que j'ai le droit de le dire? Non, je ne les connaîtrais pas. Ouais, non, je ne les connaîtrais pas. Mais ce que j'allais vous dire, c'est que même si on est dans les mains de quelqu'un de spécialisé, malheureusement, il n'y a pas de garantie. Ça peut marcher ou ne pas marcher. Et donc, je pense que vous devez peser les pour et les contre pour vous. Est-ce que la vie avec une stomie, ça fait quelques années que vous l'avez, est-ce que c'est adéquat? Est-ce que vous acceptez ça? Ça peut être une option de dire finalement, je vais rester comme ça. Ou en discutant avec le chirurgien, si vous avez confiance, vous vous sentez à l'aise et vous vous dites, je suis prête à prendre la chance de gestes additionnels, d'une certaine souffrance post-opératoire, etc., et des risques. Ça peut être un autre choix, donc, de la faire. Donc voilà, c'est la question que je me pose parce que j'ai vraiment je ne sais pas. Je suis vraiment dans un état de... Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Prenez le temps de réfléchir. Ce n'est pas une décision simple. Prenez le temps de réfléchir. Je vous remercie de votre réponse. Merci beaucoup. Merci, Fatima. On va passer à la question de Cyril. Cyril, est-ce que tu peux nous l'adresser en personne devant Dr. Wassef? Bonjour, merci beaucoup. Alors moi aussi, je suis en France. Donc ma question, c'est par rapport aux chiffres que vous avez donnés sur le suivi à 5 et 20 ans pour les incontinences, le nombre de selles, tout ça. Est-ce que c'est les mêmes cas en cas de conservation d'une partie du côlon? Typiquement, il y a eu un cancer rectum
rectum médium, haut et sigmoïde. Donc, on a enlevé que cette partie-là. Et du coup, c'est pas l'iléo qu'on a branché sur l'anal, c'est la partie qui commence à descendre du côlon qu'on a branché sur l'anal. Est-ce qu'on a les mêmes chiffres du nombre Non. de selles, en gros, et d'incontinence? Alors, généralement, la fonction est meilleure quand on a une partie de rectum et du côlon que quand c'est de l'iléon. Pourquoi? Parce que le côlon est encore là et il va absorber de l'eau. C'est là que se fait l'absorption de l'eau. Quand les selles arrivent au côlon, elles sont très liquides et dans leur voyage à travers le côlon, l'eau s'absorbe et la selle devient de plus en plus solide. Donc, un patient qui a encore son côlon va probablement avoir des selles un peu plus formées, ce qui est plus facile à retenir et qu'on peut emmagasiner mieux que des selles liquides qui nous poussent plus à l'eau. Donc, en général, la consistance des selles est meilleure et ça aide. Par contre, la fonction de réservoir peut être compromise au moins initialement parce qu'on a enlevé une partie de rectum. Ouais. Ce qu'on voit classiquement, c'est que dans les premiers mois, voire la première année, les patients ont quand même une fréquence de selles plus élevée que la normale et je pense qu'il faut les aviser de ça, ont une tolérance moins grande à l'attente. Donc, quand ils sentent l'envie, ils sentent qu'il faut qu'ils aillent relativement vite, mais moins d'incontinence. Et il y a une amélioration qui se fait avec le temps chez la majorité. Le petit rectum qui reste et le côlon qui est connecté se dilatent tranquillement avec le temps. Et moi, j'avise mes patients, ne vous découragez pas, ça peut continuer de s'améliorer pendant 1 an, des fois 18 mois. Donc, il faut se donner le temps pour voir ce que la nature va réussir à faire. Mais généralement, les résultats sont meilleurs qu'avec le réservoir. Ok, du coup, j'en profite pour rebondir sur ma deuxième question, parce que c'est exactement ce que vous venez de dire. En fait, au bout de 2 ans et demi, effectivement, les selles ne sont pas liquides, mais elles ne sont pas non plus formées. Elles sont fractionnées, elles sont plutôt pâteuses comme une pâte à tartiner au chocolat. Donc, c'est très difficile à exonérer, c'est très difficile à essuyer et il y a des risques de souillure. Donc, est-ce que c'est lié, parce que typiquement, sur cette partie qu'on a enlevée, le microbiote a été atteint et il faudrait voir là-dessus, il faudrait faire attention à une alimentation particulière. Parce que là, mis à part des utilisations de systèmes d'irrigation transanale ou choses comme ça reste quand même des selles aux alentours de 7-8 au bout de 2 ans et demi, 7-8 par jour, et surtout avec cette qualité très difficile, cette espèce de truc collant, pâteux, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Écoutez, les résultats, bien sûr, sont variables d'un patient à l'autre, mais ce que vous racontez n'est pas atypique. On voit ça relativement souvent. Ça a même un nom, ce syndrome-là, syndrome post-résection antérieure, c'est le nom qu'on lui donne. La première chose, le fameux Lars? Oui, première C'est chose, le fameux donc, Lars? D'accord. Ouais, c'est le temps qui peut aider à améliorer. Quand ça ne suffit pas, des changements diététiques, donc une consultation avec une nutritionniste pour voir qu'est-ce qu'on mange vraiment, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Au besoin, certains médicaments peuvent donner une meilleure consistance aux selles. Ça peut être des essais avec des additions de psyllium, ce qu'on trouve dans le métamucil ici au Canada, c'est du psyllium en poudre. Ça peut donner un peu plus de consistance et faire que la selle se tient plus. Ou des fois, des médicaments qui ralentissent l'intestin pour que justement la selle ait le temps d'épaissir un peu. Et donc, c'est des essais-erreurs qu'on fait avec une nutritionniste et avec des essais pharmacologiques pour essayer d'améliorer le tout. Encore une fois, l'importance d'avoir eu cette discussion-là avant l'opération pour que le patient ait des attentes réalistes. Si on s'y attend, on l'accepte beaucoup mieux que si on pense que ça va être un retour à la normale et que ce n'est pas tout à fait normal. Et là, on est déçu, on est tout le temps en train d'essayer de... Merci beaucoup. Ça va, Cédric? Merci. Merci des questions. On va aller dans la salle ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question pour le Dr. Wassef? En avez-vous? Il a répondu à beaucoup de mes questions. Oui, Dr. Wassef, vous avez répondu à beaucoup de questions pour les gens dans la salle. Moi, j'en ai une, Dr. Wassef. Est-ce que quelqu'un qui a un hernie puis qui ne lui fait pas mal, là, qui n'a pas de douleur, à un moment donné, la personne se met à avoir des douleurs. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est signe que l'hernie devient plus proche de l'opération? Je ne sais pas comment vous dire ça, là, mais si c'est plus vivable, c'est presque rendu à l'opération. Écoutez, certainement, le fait d'une apparition de douleur est un signe qu'il faut prendre au sérieux.
Alors là, tout dépend de ce qu'on veut dire. Est-ce qu'on parle d'une douleur qui revient périodiquement, mais qui n'est pas très sévère? Ça peut être le signe qu'effectivement, ça se coince un petit peu plus. Les choses qui sortent ont de la misère des fois à rentrer, mais finissent par rentrer. Ou on parle d'une douleur très importante, aiguë et qui ne lâche pas. Ça, c'est beaucoup plus grave. Ça peut être signe qu'il y a une partie d'intestin qui est sortie, qui est coincée, qui n'arrive plus à se décoincer. Et ça, il faut consulter rapidement. Une grosse douleur importante au niveau d'une hernie, peu importe quel genre d'hernie, il faut se présenter à l'urgence parce que s'il y a de l'intestin qui est coincé, coincé au point où le sang n'arrive pas à circuler bien, on a quelques heures pour essayer de défaire ça pour que l'intestin reste vivant. Si on attend trop et que l'intestin est en train de mourir parce qu'il manque d'oxygène, là, on se retrouve dans des chirurgies beaucoup plus compliquées. Donc, vous voyez la différence. Une grosse douleur importante qui ne lâche pas, c'est urgent. Douleur chronique qui fait que maintenant, tous les jours, j'ai de mal de temps en temps ou quand je reste debout longtemps, ça me fait mal. C'est clairement pas une urgence, mais quelque chose à réfléchir, à discuter avec votre médecin ou avec votre stomothérapeute. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire? On se rappelle les mesures non chirurgicales, la perte de poids, éviter les efforts, surtout qui sollicitent les abdominaux, arrêter le tabac, pour essayer de diminuer la pression intra-abdominale. Des fois, ça suffit. Le port d'une ceinture peut suffire aussi. OK. Une question technique. Si, mettons, un patient se retrouve dans cette situation-là, est-ce qu'il est mieux d'aller voir la stomothérapeute en premier parce que ça va être plus rapide? Parce que de voir le spécialiste, là, c'est pas facile toujours, là. Absolument. Moi, je pense qu'il y a une place spéciale dans le ciel qui est réservée pour les stomothérapeutes. C'est nos alliés puis pour nous, pour nos patients. Donc, oui, je pense que c'est une très bonne idée de voir la stomothérapeute. L'accès est plus facile. Et c'est pas rare que la stomothérapeute vienne me voir ou m'appelle pour me dire « J'aimerais ça que vous voyez M. Untel rapidement. » Puis bien sûr, si elle me le dit, ben, je l'écoute parce qu'elles ont un bon flair, elles ont de l'expérience. Donc, ça permet d'accéder plus facilement s'il y a lieu. Ou peut-être qu'elle va avoir une solution simple à proposer puis ça va se régler. Donc oui, c'est une très bonne idée. OK. Bon. Est-ce qu'il y a des gens sur le Zoom qui auraient des questions? Docteur Laurie Beaubras, notre docteur en psychologie de Toulouse, docteur Wassef, c'est une spécialiste qui a fait tous ses cours universitaires pour les stomisés. Et puis, elle est présente avec nous ce matin. Est-ce que, Laurie, tu aurais une question? Alors, merci, docteur Wassef, pour ces explications qui ont été très claires. Deux questions. La première, c'est, parce que je n'ai pas cet élément en tête, donc en termes de délai de temps de port pour la ceinture herniale, combien de temps le patient peut porter cette ceinture. Et puis après, vous avez fait mention de la chirurgie en J, où ben, ça peut être cousu ou donc cousu à la main ou fait avec des aliments. OK. Dans ces deux types de manipulation en termes de cicatrisation et de résorbation, qu'est-ce qui est plus efficace si on doit peser les bénéfices et les risques entre cousu et agrafé? Et puis première question, bien sûr, combien de temps de port pour la ceinture herniale? Et merci pour cette présentation qui était just perfect. Merci pour votre gentillesse. Je vais répondre à la ceinture herniale. La ceinture, ça peut être une solution à long terme. Il n'y a aucun danger à porter une ceinture hernière. Il y a des patients même qui n'ont pas nécessairement une hernie symptomatique, mais qui préfèrent la porter et on pense que ça peut aider à empêcher qu'elle grossisse avec le temps. Donc, il n'y a pas de délai ou de temps maximal. Tant que le patient réussit à être confortable, j'encouragerais le port de la ceinture hernière plutôt que de contempler une chirurgie, si ça suffit à aider ces symptômes. La deuxième question est très intéressante. Donc, l'option entre une anastomose, une connexion cousue à la main ou faite aux agrafes, ce n'est pas vraiment la vérité, ce n'est pas quelque chose qu'on discute avec les patients, ce n'est pas le choix du patient, c'est les circonstances vraiment de chaque cas qui nous dictent si on devrait faire un ou l'autre. Vous avez vu que dans les fois où on connecte avec des agrafes, on a gardé un petit peu de rectum. Ça a du bon et du moins bon. L'avantage, c'est que d'avoir gardé cette petite zone-là, ça aide la perception. C'est dans cette zone-là, ces derniers centimètres du rectum, qu'on différencie bien notre perception de sel liquide, de gaz ou de sel. Parce qu'on le sait. Hein, la plupart du temps, quand on a un gaz ou un liquide, on sait c'est quoi et on réussit à dire, ben, je peux me laisser aller
ou non, je dois me retenir jusqu'à ce que je sois à la toilette. Ça se passe vraiment dans ce dernier 2 cm. Et donc, si on peut le garder, il y a un certain avantage sur la fonction. L'envers de la médaille, c'est qu'on a gardé du tissu potentiellement malade, du tissu qui risque de devenir symptomatique, donc qui est de l'inflammation, qui risque à long terme d'avoir les changements cancéreux qu'on sait qui sont associés à la colite ulcéreuse, et donc l'importance de surveiller constamment ce bout-là. Donc, règle générale, on préfère ça parce que c'est plus simple à faire, c'est plus vite et ça aide la fonction, mais il faut garder une surveillance. Les cas où on est très inquiet de garder de la muqueuse intestinale, parce qu'il y a peut-être des changements déjà précancéreux, ou dans les cas de polypose familiale, cette autre entité où on peut proposer un réservoir en J, le risque de garder un petit peu d'intestin est trop grand, ou en tout cas, on n'est pas à l'aise de garder une partie de rectum à cause du risque de transformation en cancer. Et dans ce cas-là, on préfère éplucher la muqueuse, descendre le réservoir jusqu'à l'anus, et c'est pour ça qu'il est cousu à la main. Donc, ce n'est pas vraiment un choix qu'on fait parce qu'on aime mieux ça ou parce que le patient a préféré ça. C'est des circonstances vraiment de chaque maladie qui nous font choisir un ou l'autre. J'espère que mes explications ont été assez claires. Oui, merci. C'est effectivement en fonction de ce que vous allez voir que l'indication sera faite. Exactement. Et puis juste, ça m'est venu pendant que vous étiez en train de parler. Est-ce que, donc je ne sais pas si ça parle au Québec, mais est-ce qu'au sein de votre institut, donc, il y a des mises en place de programmes d'éducation thérapeutique, donc différentes activités pour aider les personnes stomisées ou encore les proches à mieux comprendre ce à quoi ils vont être confrontés, donc par exemple des activités avec une assistante sociale ou encore diététique ou encore avec un chirurgien, etc. Est-ce que les rééducations anales sont également proposées et est-ce que des prises en charge psychologiques sont également indiquées ou pas? J'ai une fille qui vit en Europe, en France d'ailleurs, et je sais que ces aspects-là, la France a été pionnière et plus avancée que nous sur le plan prévention. Okay. Dans notre cas, tout ça est fait un petit peu à rebours. Donc, après coup, quand le patient a besoin d'aide psychologique, oui, on a des ressources. Quand le patient a besoin de physiothérapie, oui, on a des ressources, on le dirige. Les ressources étant limitées, elles ne sont pas suffisamment utilisées en prévention et en amont, mais plutôt après coup. Okay. Ce qui aide le plus, c'est la rencontre avec la stomothérapeute en préopératoire, et ça, elle est offerte systématiquement, et la proposition que je leur fais toujours, et je pense que mes collègues aussi font, de rencontrer un patient stomisé, un patient qui est à l'aise de partager son vécu. Et je leur dis toujours, moi, je peux vous en parler jusqu'à demain, moi, je ne l'ai pas vécu. En parler avec quelqu'un qui a passé à travers et comment il s'adapte, comment il a réussi à s'adapter, ça peut vous éclairer beaucoup. Donc, on l'encourage. Et nos stomothérapeutes, avec l'aide d'associations comme celle qui a organisé la conférence d'aujourd'hui, ont une liste de patients volontaires. Et donc, ça, c'est fait, je vous dirais, relativement systématiquement. Mais on pourrait faire plus et on devrait faire plus. Merci. Merci d'avoir enrichi nos connaissances et merci à Jacques Baudreau. Moi, si vous permettez une question. Oui. Je souffre jusqu'aujourd'hui de l'inflammation. Donc, je ne sais pas, est-ce que cette inflammation est due à la fissure recto-vaginale? Est-ce qu'elle est due à la radiothérapie ou à la sténose? Je ne sais pas. Et à ce jour, oui, chaque jour, j'ai eu des muqueuses qui sortent par l'anus. Des fois blanches, des fois un peu mélangées gris, je n'en sais rien, et des fois rouges. Pas rouge, mais rouge. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est tout à fait normal. Un intestin qui est dérivé, donc un intestin qui ne reçoit plus d'aliments et de liquide intestinal, sécrète du mucus. En fait, même l'intestin normal sécrète du mucus, mais le mucus est mélangé dans le contenu et on ne le voit pas. Un intestin qui ne reçoit plus d'aliments et qui n'a pas de sel comme tel, ben, le mucus s'accumule et va être expulsé périodiquement. Donc, c'est tout à fait normal. C'est quelque chose, je pense qu'il faut expliquer aux patients, encore une fois, a priori, parce que sinon, ils sont inquiets quand ils voient cette expulsion de mucus alors qu'ils pensent qu'il n'y a plus rien qui passe par là. Et c'est normal qu'il soit teinté de sang de temps en temps.
ce n'est pas signe de maladie ou d'inflammation. Il y a un certain degré d'inflammation qui se fait dans un intestin qui est dérivé, qui ne reçoit pas les aliments, etc. Et tout ça va disparaître une fois qu'on rétablit la continuité. Mais si jamais je porterai toujours la colostomie, ça va continuer? Le passage de muqueuse va continuer. S'il y a souvent du sang, à ce moment-là, on traite avec des suppositoires qui contiennent un anti-inflammatoire local, qui n'est pas absorbé dans le corps, mais qui agit à l'intérieur de l'intestin. J'ai l'hernie, excusez-moi, je poserai une autre question. J'ai l'hernie, est-ce que ça va poser un problème pour la colostomie? Et est-ce que c'est souhaitable de porter la ceinture ou je ne sais pas? Moi, j'encourage le port de ceinture. Je pense que c'est une bonne idée de s'habituer et ça l'empêche de grossir avec les années. La plupart des patients, heureusement, la plupart des patients qui ont une hernie parastomale, malgré l'inconvénient esthétique, et ça, je ne veux pas le banaliser, le patient n'aime pas en général l'apparence de ça, mais ça n'aura pas des conséquences médicales. Chez la grande majorité, ça ne causera pas d'occlusion, ça ne cause pas des problèmes d'appareillage, mais ça peut arriver. OK, je vous remercie. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a des questions sur le Zoom? Y a-t-il d'autres personnes qui pourraient poser des questions? Sinon, dans la salle, levez la main, là. Ça va? Tout le monde? Bon, bien, je pense que Dr. Wassef, vous avez fait le tour du dossier pas mal, là. Vous avez répondu à... entendu un conférencier aussi clair et aussi simple. Facile à suivre. Dr. Wassef, un commentaire de la salle, elle n'a pas entendu souvent des conférenciers aussi clairs et faciles à comprendre. C'est gentil, merci beaucoup. On vous en remercie infiniment. Et puis, je pense que pour le mot de la fin, là, moi aussi, je suis très, très satisfait de cette belle rencontre qui va demeurer enregistrée. Puis, si vous nous permettez, à l'occasion, pour des patients qui en auront besoin, qui pourront la réentendre, votre conférence. Absolument, ça me fait plaisir. Bien, gros merci, Dr. Wassef. C'est très gentil. Vous avez une belle main d'applaudissements. C'est bien. Bonne journée à vous tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci. Sur le Zoom, on vous salue tous. Et puis, nous, on va continuer une petite discussion entre nous ici là, sur la conférence du Dr. Wassef. Fait que, bonne journée à tous. On se reparle bientôt. Bonne journée. Bye. Bye.